Tous ces titres vont donc être développés dans un instant par notre rédaction parisienne autour de Patricia Charnelet. Mais d'abord, le thème du jour, il y a 20 ans donc, les accords d'Évian. Cette date du 19 mars 62, ce qu'elle a représenté dans la vie de deux hommes. Un Algérien, interviewé dans la Casbah d'Alger par Daniel Lecomte, et un pied noir qu'a rencontré Bernard Rinet. Voilà le pied noir d'abord. Environ une quinzaine de jours, et ayant manœuvré sur le terrain, ayant vu vraiment où en était la rébellion, c'est-à-dire au point le plus bas de son niveau, ça a été vraiment le désespoir dans toutes les familles, parce qu'un dialogue avec un ancien meneur du FLN, pour nous, ça correspondait totalement à l'abandon, à un bradage de notre pays que nous avions fait depuis 3 générations, où toutes nos familles étaient, sans parler de toutes les victimes et tous les morts qui étaient donc partis pour rien. Et c'était vraiment le désespoir, plus personne ne parlait, et si ce n'est pour faire des commentaires très désagréables au regard d'un gouvernement qui ne tenait même pas compte de notre avis, étant donné que le référendum s'est effectué sans notre voix. C'était l'inquiétude, la plus grande des inquiétudes. On ne savait pas de quoi serait fait ce cessez-le-feu, justement. Alors, pour nous, à Bel Abbès, il n'y a pas eu de cessez-le-feu, ni le 19, ni le 20, ni par la suite. Au contraire, c'est à partir du 19 mars qu'à Bel Abbès, la guerre existait dans la rue. Et ce n'est finalement qu'en juillet 62 que nous avons redécouvert la ville. Et pour nous, écoliers, ce n'est qu'en octobre que nous avons redécouvert la vie, tout simplement, en retournant à l'école. Le 19 mars 62, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Rien. Voilà, alors une question d'actualité tout de suite. Est-ce que cette date, ces accords d'Évian, font l'objet d'une célébration quelconque en Algérie? Isabelle Béchler est en Algérie et elle nous a téléphoné ce matin. Alger est en plein week-end. Le vendredi est jour de repos et jour de prière. La presse ne paraît pas. Rien ne distingue cette journée du 19 mars des autres et personne ici n'y fait référence. Pendant algérienne, d'ailleurs, les dirigeants avaient décidé que le 19 mars ne devait pas rester une date dans leur histoire. Et hier, pas un mot dans le Moudjahid, l'organe officiel du pouvoir. De même, les journaux français et Le Monde en particulier n'ont pas pénétré en Algérie ces derniers jours. Ici, on explique que cette date ne peut être retenue comme une fête car c'est à partir du 19 mars 1962 précisément que l'OAS a déchaîné en Algérie une violence extrême. Et cette période reste marquée de souvenirs trop sanglants pour qu'on y fasse référence. Mais pour compléter l'explication, il faut faire appel également aux dissensions de l'époque entre l'état-major de l'armée de libération nationale et le gouvernement provisoire de la République algérienne. L'état-major, plus intransigeant que négociateur d'Évian, considérait ces accords comme une manière de brader l'Algérie et ses richesses naturelles. Bien sûr, la guerre se terminait, mais pour certains des dirigeants militaires, les accords d'Évian signifiaient un nouveau mode de colonisation. Enfin, les mauvaises langues diront que Fouari Boumedienne a voulu occulter cette date car la négociation n'était pas son œuvre. Mais quoi qu'il en soit, rien ne transparaît aujourd'hui à Alger. À cette heure-ci, les hommes sont à la mosquée et c'est le 5 juillet qu'on fera la fête. Bien, pas de célébration particulière à Alger, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a autour de cette table un certain nombre d'invités, on va vous les présenter tout de suite, et puis il y a des habitants de Montpellier, et notamment de nombreux rapatriés, vous voyez des banderoles derrière moi, il y en a donc derrière moi, il y en a d'autres devant, et nous leur donnerons la parole également. Alors, le premier invité, c'est M. Raymond Courrière, c'est le ministre chargé, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des rapatriés. M. Courrière, je suppose que vous aurez beaucoup de choses à nous dire, et vous aurez sans doute aussi à répondre à beaucoup de questions. Et je laisse Pierre Fauque présenter les autres invités. Alors, à côté de M. Courrière, Jean-Pierre Castellani, qui est rapatrié lui-même et universitaire à Tours. À ses côtés, M. Zerbib, qui est algérien et universitaire également à Montpellier, faisant des études de droit. Ensuite, M. Sharif, qui est fils de Français musulmans, fils de Harki. Monsieur Maire, qui est là pour incarner un peu l'exemple même d'un dossier de base, d'un rapatrié de base, puisque Monsieur Maire est agriculteur, et Monsieur Bremer, qui a la gentillesse donc de nous recevoir aujourd'hui dans cette maison Albert Camus. On peut peut-être lui demander, si vous voulez, Bernard, pourquoi une maison Albert Camus à Montpellier, dans ce quartier. Monsieur Bremer.
Eh bien, nous sommes tout d'abord très heureux d'accueillir Antenne 2 dans un ensemble socio-éducatif qui est l'ensemble Tastavin Albert Camus, avec la Maison pour tous Albert Camus, qui est un symbole, je crois, dans ce quartier. La maison, et ça je crois qu'il faut le signaler, est ouverte à tous. Elle propose diverses activités. Elle travaille avec les associations du quartier telles que le GEF, les associations de locataires, pour l'organisation de diverses manifestations. Bien, merci et merci de nous accueillir. Gérard Rinet, donc, tout à l'heure, se rendra parmi les autres habitants de Montpellier qui sont ici et qui auront soit des interventions à faire, soit des questions à poser à M. Courrière. Et je vous propose tout de suite de poursuivre ce journal avec une rétrospective qui a été réalisée par Pierre Fauque sur des images d'archives, 20 ans, donc, ont passé. C'est en réalité le 18 mars 1962 que furent signés à Évian le cessez-le-feu et les accords d'Évian. Mais les déclarations gouvernementales seront faites le 19 mars. Il aura fallu de longs mois de pourparlers clandestins pour que les négociateurs algériens et français, entre autres Louis Jox, Robert Buron, Jean de Breuil, Krim Belkacem, Saad Dahlab, Mohamed Yazid, arrivent à ces fameux accords d'Évian. Sur le plan militaire, le cessez-le-feu est applicable en Algérie le 19 mars à midi. Il met fin à près de 8 années de guerre. Une guerre qui aura fait 1 million de victimes selon les Algériens et aussi 27 500 soldats français et environ 150 000 harkis et supplétifs selon les autorités françaises. Une guerre qui aura vu défiler sous les drapeaux 2,5 millions de jeunes appelés entre 1954 et 1962. Une guerre qui marquera les contradictions politiques et philosophiques de l'époque entre les courants de pensée composant la société française. Une guerre qui déchirera la terre algérienne et ses communautés. Dans les mois qui suivent l'annonce des accords d'Évian, la violence se déchaîne. Attentats en Algérie et en métropole, où l'OAS et le désespoir des partisans de l'Algérie française amèneront des actions irréversibles auxquelles répondront les attentats FLN. En Algérie, c'est très vite l'enfer, avec la haine et son cortège d'horreur. Rue d'Isly, à Alger, le 26 mars 1962, l'armée tire sur la foule, 46 morts, 200 blessés. Bientôt, chez les Pieds Noirs, c'est un sentiment d'insécurité permanente. Et un immense exode va commencer. En quelques mois, ils quittent leur terre natale, avec en général une vingtaine de kilos, représentant une vie entière, et pour la plupart, plusieurs générations qui les ont précédés. Derrière, la terre natale qu'on laisse. Devant, la France que certains ne connaissent même pas, drame et déchirure pour chacun d'entre eux. En tout cas, un étrange raccourci de 132 ans dans l'histoire pour les réfugiés qui arrivent à Marseille. Voilà, alors pour compléter cette rétrospective, aussi une question: que disait la presse, les journaux à l'époque? Nous allons tout de suite le savoir avec Claude Sérillon, qui a retrouvé la une des journaux de l'époque à la Bibliothèque nationale. Claude? Oui, 9 journaux, regardez-les, parmi d'autres, et vous verrez, vous constaterez que certains ont disparu, mais que ceux qui restent ont conservé, je dirais, un même style, une même idée de l'information et de la politique. Le Monde, par exemple. Le Monde donne des faits. Le général Ayret donne à midi l'ordre de cessez-le-feu à l'armée d'Algérie. Monsieur Farès présiderait l'exécutif provisoire. La grève ordonnée par l'OAS paralyse les quartiers européens d'Alger et d'Oran. Et puis Le Monde, par Sirius, risque cette analyse modèle de neutralisme. On nous l'a tant dit que nul ne peut l'ignorer, le cessez-le-feu n'est pas la paix. Il n'en était pas moins la condition préalable, porte étroite par laquelle il fallait nécessairement passer. En deçà, la priorité était aux forces de destruction. Au-delà, il ne devrait pas s'agir que de reconstruire ou de construire. François préfère les images au discours sur ce titre un peu vague, peu d'attentats à Alger. Il y a une affiche pour nos enfants, la paix en Algérie, affiche placardée de nuit dans les rues d'Alger et éditée par le gouvernement français.
Informations, commentaires, cette fois à la une de Combat, sur l'accord signé à Évian, sur De Gaulle et la campagne du référendum, sur les communications coupées entre Paris et Alger. Le cœur voudrait se réjouir, écrit Combat, à l'occasion d'une aube de paix. La raison se voit offrir de sèches réalités. 132 ans s'effacent de l'histoire, d'une histoire qui ne confond pas tous ses chapitres avec ceux de la colonisation, tous ses progrès avec les profits colonialistes. Midi, cessez-le-feu en Algérie, où une cour martiale est instituée à Alger et Oran. C'est le Figaro qui fait appel aux militaires. L'armée à laquelle le général de Gaulle a rendu hier le plus solennel hommage en restant ferme dans le devoir, demeure notre plus solide, notre plus sûr garant. Une photo, la photo d'un soldat français à la une de Paris Presse l'intransigeant, avec une légende, sa nouvelle mission, veiller sur la paix. Mais ce quotidien relève surtout, le feu a cessé à midi, mais l'Algérie vit dans l'angoisse. Dans Alger et Oran, paralysés par la grève générale, les Européens restent chez eux, les musulmans sont retranchés dans leurs quartiers, gendarmes et CRS attendent les chocs avec les commandos de l'OAS. L'écho d'Oran reproduit la solennelle protestation de M. Portolano, député de Beaune à l'Assemblée nationale. Nous refusons que soit amené chez nous le drapeau de la France. Et l'écho d'Oran de commenter, jamais un cessez-le-feu ne fut accompagné de tant de nostalgie, de tant de précaution, ceinturé de tant d'inquiétude. Comme on voudrait se réjouir si c'était la paix, dit Robert Boni dans l'Aurore. Hélas, qui oserait afficher un tel optimisme? Toute une population européenne et musulmane demeure farouchement dressée contre. Il faut les comprendre, ces Algériens-là. À 2 reprises, la France a accepté qu'ils se sacrifient pour elle. Comment accepterait-il aujourd'hui, sans une légitime rancœur, le déroulement d'une politique dont le terme serait leur exclusion de la France? C'était dans l'Aurore. En revanche, grande satisfaction, une grande victoire de la paix, c'est l'humanité qui s'exprime ainsi, logique, puisque, comme le rappelle ce journal, dès le 8 novembre 1954, le Parti communiste français soulignait, je cite, la nécessité de reconnaître le bien fondé des revendications à la liberté du peuple algérien. Le quotidien communiste dit cependant que le cessez-le-feu n'est pas la paix. Salan et les fascistes de l'OAS s'agitent pour tenter d'empêcher l'application des accords d'Évian. C'est un extrait de la déclaration du bureau politique du Parti communiste français reproduit à la une de l'Humanité. Enfin, et beaucoup s'en souviendront peut-être, il y a cette une de Libération avec deux photographies, légendées ainsi pour le Moudjahid, pour les fils de France. Et puis un texte de M. Dastier de la Vigerie au milieu. Ce jour est enfin arrivé. Ce jour, nous le considérons comme la victoire du peuple algérien, celle du peuple français, celle de l'opinion publique internationale, mais le prix en a été lourd. Libération retrace un peu de l'histoire, les 17 000 soldats français victimes d'une aventure imbécile et sans issue, selon l'expression électorale de M. Guy Mollet en 1956. Et Libération conclut, c'est au peuple français, dont l'union est plus que jamais nécessaire, de forcer le chemin qui va du cessez-le-feu à la paix et à l'amitié. 20 ans plus tard, y sommes-nous parvenus? La réponse vous appartient à Montpellier. Merci Claude. Et il y a effectivement une première question qu'on a envie tout de suite de poser à ces rapatriés qui sont là aujourd'hui. Et nous avons dit que nous donnerions la parole à tout le monde. J'espère que tout le monde va pouvoir s'exprimer, toutes les sensibilités vont pouvoir s'exprimer. Nous voudrions savoir comment vous avez vécu ce jour-là, comment vous l'avez ressenti, qu'est-ce que vous avez pensé ce jour-là, le jour des accords d'Évian il y a 20 ans. Alors tout de suite, oui, une réponse là. Pour nous, c'est un jour de deuil aujourd'hui, c'est pas un jour de gloire. Et c'est une honte encore de présenter des choses comme on présente. Seulement hier à la télévision, on a fait le rétrospective d'Alger. Mais je vous montre ce qui s'est passé. On a parlé de l'Ouest, des assassins, de tout. Mais on n'a pas montré tout du FLN. Voilà, Bab el-Oued, deux communautés qui étaient inséparables. Jusqu'à présent, nous avons toujours été ensemble. Qu'est-ce qui nous a déchirés? Ça a été la politique qui nous a désunis et qui nous a fait arriver ici en France. Voilà ce que nous vous montrons. Tenez, regardez. La télévision peut en voir, c'est pas des photos, c'est pas de la publicité ça, ce sont des vraies choses qui se sont passées chez nous. Vous pouvez nous expliquer ce que représente... Tout, ce sont des choses qui se sont passées chez les agriculteurs, chez les ouvriers qui allaient travailler de matin, on partait, on ne savait pas si on allait travailler, si on allait revenir à la maison. Voilà toujours notre père qui a été. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous étions les Arabes, les Juifs et les Français, nous étions tous les trois communautés unies, des frères nous étions. Et actuellement nous sommes déchirés, voilà. Une autre réaction? Pierre Fauque. Oui, une autre réaction, messieurs. Pour moi, ancien légionnaire, c'est une honte de fêter un tel jour. C'est une honte de raviver les plaies de 20 ans
d'oubli, c'est une honte de remettre en question les accords d'Évian qui sont un chiffon de papier et qui nous ont permis, qui n'ont rien permis de l'exécution de ce qui était prévu en Algérie. Lorsque l'on dit que l'OAS a permis aux pieds noirs de se retirer et de laisser l'Algérie en l'état, c'est une honte de le dire, car l'OAS, si l'OAS n'existait pas, il n'y aurait pas eu 5000 morts à Oran le 5 juillet, mais peut-être 200 à 250 000 morts, ce qui était beaucoup plus grave. Alors c'est une honte de raviver ces plaies-là. Voilà, donc deux réactions donc, prises dans le public. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de la table qui veut ajouter quelque chose avant que nous repassions la parole à Paris? Monsieur le ministre, vous avez un micro à côté de vous. Oui, je voudrais d'un mot quand même expliquer ma présence ici. Je dois dire que pour moi il est essentiel que la communauté nationale connaisse l'histoire des Français d'Algérie et connaisse aussi l'histoire du calvaire qu'ils ont vécu au moment de leur retour et après leur rapatriement. Je dis cela car je n'ai pas choisi la date à laquelle je suis invité à la télévision et vous avez pu voir que cette date soulève encore de nombreux problèmes. Mais j'ai pensé personnellement que pour une fois que l'occasion m'était donnée de venir à la télévision, parler aux rapatriés d'une part pour leur dire que je faisais des choses et je m'apprêtais à faire des choses pour eux, mais plus encore parler à nos concitoyens pour qu'ils connaissent mieux l'histoire, cette page d'histoire de France, et soient prêts à la solidarité nécessaire à l'égard des rapatriés, et plus encore parmi les rapatriés aux Français musulmans. Je crois qu'il fallait venir aujourd'hui, même si, je le répète, la date peut être controversée par ailleurs et soulève, vous le voyez encore, des passions mal contenues. D'ailleurs, il faut préciser que si nous avons choisi cette date, ce n'est ni dans un sens ni dans un autre. On l'a dit tout à l'heure, pour certains, c'est une date qui marque la fin de la guerre et qui est plutôt une date dont ils ont à se réjouir. Et pour d'autres, et pour les nombreux rapatriés notamment, c'est plutôt un jour de deuil. Ils l'ont dit et continueront à le dire dans cette émission. Si nous avons choisi cette date, c'est simplement parce que c'est à partir de ces accords d'Évian, donc, que pour un certain nombre et pour un grand nombre de Français qui ont dû revenir à ce moment-là en métropole, les problèmes sérieux ont commencé. Donc c'est pour ça que nous avons pris cette date. Alors maintenant, nous allons en venir à l'actualité du jour. Patricia Charnelet, je crois que vous avez de nombreuses choses à développer. D'abord, les attaques contre le franc, premier titre de ce journal. Effectivement, Bernard, le franc a encore cédé du terrain ce matin à Paris au cours des premiers échanges entre les banques. Le dollar et le Deutschmark ont atteint de nouveaux records. Nous rejoignons tout de suite Jean Lebert en direct du siège de la BNP à Paris. Jean, est-ce que vous avez les derniers cours du dollar et du Deutschmark ? Oui, Patricia, mais depuis le début de l'année, effectivement, depuis le début de la matinée, attaque et contre-attaque se succèdent. Mais déjà, les mesures prises par la Banque de France commencent à faire de l'effet. Après avoir valu 6,25 francs ce matin, le dollar est retombé un peu à 6,22 francs. Le Deutschmark, lui, vaut entre 2,60 francs et 2,61 francs. Alors, est-ce qu'on a eu une idée, Jean, de l'évolution possible pour cet après-midi? Est-ce que vous avez l'impression que cette légère baisse, donc enregistrée entre les premières heures de la matinée et actuellement, peut progresser, peut évoluer? Oui, c'est-à-dire pour l'instant c'est une accalmie, mais examinons en fait les mesures qui ont amené cette accalmie. Ce sont les mesures prises par la Banque de France pour soutenir notre monnaie. Depuis plusieurs jours déjà, la Banque de France rachète des francs en utilisant les devises qu'elle a dans ses coffres, et ses réserves sont importantes. Deuxième mesure, hier la Banque de France a rehaussé son taux d'intervention de 14,5 à 17%. Les Européens nous aident d'ailleurs de ce côté, eux en abaissant leur taux, ce qui rend l'achat de francs plus attractif. Donc, pour l'instant, la pression sur le franc diminue un peu. Alors, me direz-vous, comment en est-on arrivé là? Tout est une question de facteurs psychologiques. Nous sommes ici aujourd'hui dans une salle des cambistes de la BNP. L'activité est intense et soutenue. Au bout de ces téléphones, d'autres cambistes et d'autres salles identiques. Mais celles-ci sont à Tokyo, Londres, New York ou Hong Kong. Jean Lebert, est-ce que le gouvernement, face donc à ces nouveaux taux que vous venez de nous annoncer, le dollar 6,22 francs, le Deutschmark 2,61 francs, envisage à votre connaissance de prendre des mesures ou non aujourd'hui? Non, pour l'instant, hormis ces mesures prises par la Banque de France, il n'y a aucune intervention de prévue. Jacques Delors s'oppose pour l'instant à tout réajustement de parité. Il s'est même voulu rassurant en confirmant l'amélioration de notre commerce extérieur et surtout la modération de l'indice des prix.
il y aurait peut-être une porte de secours d'après les cambistes, c'est le flottement du franc, c'est-à-dire la sortie provisoire du serpent monétaire européen. Donc pour l'instant, je vous le dis, la baisse semble stoppée, c'est une accalmie, mais l'alerte a été chaude et il faudra bien en tirer des conclusions. La situation, en tout cas, du franc a dû être évoquée dès ce matin à Londres au cours du sommet germano-britannique entre le chancelier Helmut Schmidt et le Premier ministre Margaret Thatcher. Même si les discussions devaient surtout porter sur la contribution britannique au budget de la communauté économique européenne. En tout cas, le dollar coté hier soir à Londres près de 6 francs 20. Alors, quelle est la situation ce matin en Angleterre à Londres? Bernard Rapp au téléphone. À Londres, la faiblesse du franc s'est confirmée ce matin puisque la monnaie française a encore baissé par rapport au dollar. Il fallait hier soir 6 francs 20 pour acheter un dollar. Il fallait ce matin un peu plus de 6 francs 24 pour acheter le même dollar. D'ailleurs, l'accès de faiblesse du franc est à la une des journaux financiers britanniques tels que le Financial Times. Cela dit, la pression semblait ce matin beaucoup moins forte que la veille puisque dans la seule journée d'hier, le franc a perdu un peu plus de 1%. Les spécialistes de la City ne semblent toutefois pas avoir encore pris en compte les démentis relatifs à une éventuelle dévaluation, non plus que les mesures techniques adoptées pour enrayer la chute du franc. Oui, un autre pôle d'observation très intéressant ce matin, l'Allemagne qui a soutenu notre monnaie hier, Michel Meyer en Allemagne. La cotation du franc approche à nouveau son cours plancher ce matin à Francfort avec 2 francs 61 pour 1 mark. La pression sur la monnaie française persiste donc. La tendance est pourtant ici à considérer malgré tout qu'il s'agit d'un coup de sang passager et que Paris comme Bonn ne peuvent et ne veulent pas céder à la spéculation. À cet égard, un signal, le loyer de l'argent a baissé de 1,5 point en Allemagne fédérale alors qu'il a pris 2 points en France. On considère donc que malgré tout, et afin qu'un remaniement monétaire ne s'impose pas à terme, les performances économiques françaises ne doivent pas continuer à être plus médiocres que celles d'outre-Rhin. Un exemple, celui de l'inflation, elle n'est que de quelques 6% ici, de plus du double à Paris. Commentant hier soir la situation du franc, Pierre Mauroy, interrogé par RTL, a estimé que notre monnaie rencontrait des difficultés passagères dues en partie à l'agitation créée par toute période électorale. La haute finance ne nous aime pas, a également déclaré le Premier ministre. Enfin, il a précisé à propos de l'ensemble de la politique gouvernementale qu'il y avait, selon lui, incontestablement un mieux, notamment en ce qui concerne l'inflation. Jean Le Canuet, hier à Rouen, a estimé, lui, que la chute du franc traduisait le manque de confiance des Français et des pays étrangers à l'égard du gouvernement. À 2 jours du 2e tour des élections cantonales, les déclarations se multiplient. Pour Louis Mermaz, le président de l'Assemblée nationale, les résultats du premier tour doivent constituer un aiguillon pour toute la gauche. Et puis, Pierre Juquin, interrogé au micro d'Europe 1, Pierre Juquin, qui est membre du bureau politique du Parti communiste français, a estimé que les événements de Pologne avaient sans aucun doute pesé sur une partie du corps électoral potentiel du Parti communiste. Légère baisse de la cote de popularité de François Mitterrand et de Pierre Mauroy, selon un sondage François IFOP. 49% des personnes interrogées se disent satisfaites du président de la République, contre 51% en février. Le Premier ministre, lui, enregistre 47% d'opinion favorable, contre 48%. Du nouveau pour le groupe Boussac-Saint-Frères, un nouveau patron tout d'abord, René Meyer, 57 ans, ingénieur des ponts et chaussées, et une conférence de presse tenue ce matin par le ministre de l'Industrie, M. Dreyfus, à propos de cette société qui est en règlement judiciaire depuis 9 mois. Christian-Marie Monod. Ce matin, le nom du nouveau patron du groupe Boussac-Saint-Frères a été présenté par le ministre de l'Industrie. Il est connu, il s'agit de René Meyer, l'ancien directeur général de l'Institut de géographie. Ce n'est pas un spécialiste du textile. Aucune information sur l'équipe dirigeante. Le nom de la nouvelle société n'a pas été confirmé, mais il est probable que Boussac-Saint-Frères s'appellera la Compagnie de l'Union Industrielle. Cette compagnie reprendra en location-gérance l'ex-groupe Banque Boussac avec une aide de l'État de 200 millions de francs. Les actionnaires sont connus, il s'agit de l'IDI, l'Institut de développement industriel, qui aura 51% des parts, et les banques créancières. Quel sera le montage juridico-financier? Pas d'information. Et quel sera le plan de développement et le nombre de licenciements? Aucune précision, si ce n'est la phrase du ministre de l'Industrie disant des licenciements si cela s'avère nécessaire. Le personnel en saura un peu plus la semaine prochaine au cours de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise. Le sort des 19 000 Boussac-Saint-Frères sera alors fixé.
Plusieurs manifestations de viticulteurs la nuit dernière. Le trafic ferroviaire entre Sète et Montpellier a été interrompu pendant 3 heures à la suite d'un barrage et 2000 hectolitres de vin ont été déversés dans un centre de triage à Béziers. À l'étranger, 4 journalistes néerlandais ont été tués au Salvador. Depuis 1950, Paul Naon, plus de 250 journalistes ont ainsi trouvé la mort, soit tués, soit disparus au cours de missions. Oui, soit en mission. Et Patricia, malheureusement, ce sont 4 de nos confrères hollandais qui sont morts hier alors qu'ils effectuaient un reportage pour la télévision hollandaise dans le nord du pays, dans le nord du Salvador, dans les zones tenues et contrôlées par la guérilla. Leur corps a été ramené dans la capitale, San Salvador, exposé au centre médico-légal. Voici donc leurs dépouilles, filmées par leurs confrères étrangers, des envoyés spéciaux du monde entier, venus couvrir, comme l'on dit, la situation au Salvador à quelques jours des élections du 28 mars prochain. Les journalistes hollandais ont été tués par l'armée salvadorienne au cours d'un accrochage avec la guérilla qui a duré 40 minutes. Ces 4 journalistes filmés, eux, du côté guérilla. Et voici exactement l'endroit, encore une fois, au nord du pays, au nord du Salvador, où s'est déroulé l'affrontement. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que leur mort, c'est aussi celle de centaines d'inconnus qu'on enterre tous les jours, comme ici, dans les fosses communes, dans les campagnes du Salvador. Des assassinats, Paul, qui rappellent également la mort d'un journaliste américain tué lui aussi par une armée. Cela se passait au Nicaragua il y a plus de 2 ans. Oui, avant d'en revenir à cette histoire du journaliste américain d'ABC qui est mort au Nicaragua, je crois qu'il faut dire aussi que l'armée salvadorienne a publié il y a quelques heures un communiqué dans lequel, je cite, et c'est important, elle regrette profondément la mort des 4 journalistes. Mais ce qui est tout à fait troublant dans cette affaire, c'est que l'un des journalistes hollandais qui était sur place et qui n'est pas parti en reportage avec son équipe a reconnu hier soir, tard dans la soirée, il était 22 heures environ, le corps de ces 4 journalistes, de ces 4 confrères, de ces 4 amis. Et ce journaliste a affirmé que les cadavres portaient la marque de coups de grâce, ce qui tendrait à démontrer que ces journalistes ne sont pas morts par accident, mais qu'ils ont été froidement abattus par l'armée salvadorienne. Ce qui est troublant également, c'est que la mort de ces 4 journalistes coïncide exactement avec la publication, il y a 24 heures, de menaces de mort faites par une alliance anticommuniste du Salvador, une menace de mort contre un groupe de 35 journalistes et contre l'attaché de presse de l'ambassade des États-Unis au Salvador. Et ceci explique peut-être cela, Patricia. Donc les assassinats qui ont eu lieu également au Nicaragua, un pays qui était contrôlé alors également par l'armée. Il y a 2 ans, un journaliste américain avait trouvé la mort dans des conditions voisines. Oui, c'est celle d'un de nos confrères américains. Il s'appelait Bill Stewart et ça a été fait au Nicaragua. C'était un journaliste de la télévision américaine ABC. Il a été froidement abattu en pleine rue par la garde nationale fidèle au président Somoza. Souvenez-vous, quelques jours après cet assassinat, Washington lâchait officiellement Somoza et négociait son départ pour le sud des États-Unis. La garde nationale a obligé le journaliste à se coucher et dans quelques instants, il va être abattu avec une balle logée très froidement par la garde nationale de Somoza en pleine nuque. Regardez. En Cisjordanie, l'ordre de grève générale est largement suivi après la dissolution hier de la municipalité d'El Biré par les autorités israéliennes. À Vienne, les 13 pays du pétrole de l'OPEP cherchent les moyens de défendre leurs prix face à la surproduction actuelle. Ils pourraient décider aujourd'hui de réduire leur production globale. Voilà, c'est tout pour l'étranger. En France maintenant, c'est quelques informations. À la Selle Saint-Cloud, 130 coffres d'une succursale de la BNP ont été vidés de leur contenu par 5 malfaiteurs qui avaient pris hier les clients et le personnel de la banque en otage pendant près de 2 heures. Un grand projet pour l'éducation nationale. André de Peretti a remis au ministre de l'Éducation un rapport sur la formation des personnels de l'éducation nationale. Des mesures qui pourraient être appliquées dès la prochaine rentrée, avec surtout la création d'un grand corps unique d'enseignants de la maternelle à la terminale. Dominique Laurie a demandé à monsieur de Peretti quels étaient les avantages d'un corps unique d'enseignants. Il y a à l'heure actuelle, tous les spécialistes le reconnaissent, une difficulté égale à enseigner à des enfants jeunes qu'à des adolescents ou qu'à des adultes.
Il est donc indispensable que les formations des uns et des autres soient les plus denses possibles, les plus fortes possibles, et en même temps, il ne saurait y avoir de différence entre eux dans leur notoriété, dans leur qualité, en même temps que des mobilités des uns et des autres sont tout à fait nécessaires pour éviter qu'entre école, collège et lycée, il y ait des ruptures qui sont dommageables pour les jeunes. 15 jours de formation pour tous les enseignants, c'est une révolution? C'est une révolution, pas complète pour le premier degré, puisqu'il y avait déjà une semaine année équivalent des 36 semaines carrière, telles que cela existait. Mais pour le second degré, c'est réellement une révolution. Est-ce que vous avez les crédits pour toute cette grande réforme? Eh bien, les crédits existent déjà. Il y avait plus d'1 milliard qui était au budget, qui n'était pas toujours, on ne pouvait pas toujours utiliser tant qu'un dispositif n'existait pas, tant que des orientations n'étaient pas marquées. Et en même temps, je pense qu'il y aura par la suite développement par la coopération même des enseignants de nouveaux moyens, par la coopération des universités également, dans lequel les chercheurs doivent coopérer à établir des modules de formation et à leur diffusion ensuite par les enseignants eux-mêmes. Première application à la rentrée prochaine? Première application à la rentrée prochaine. Le ministre l'a annoncé lui-même. Il y aura toute une série de mesures pour analyser les besoins en formation des professeurs et des instituteurs et permettre le développement d'actions de formation. Antenne 2 est en deuil aujourd'hui. Ce matin ont eu lieu les obsèques de notre camarade Dominique Duvauchel. Il s'était tué lundi dernier au volant de sa voiture en venant travailler ici, rue Cognac-G. Dominique avait 30 ans, il était journaliste au service des sports, mais c'est surtout sa passion pour l'information et au-delà de l'événement, pour les hommes, qui le caractérisait et qui en faisait l'un des meilleurs d'entre nous. Nous partageons bien sûr tous ensemble ici à Antenne 2 aujourd'hui l'immense peine de sa famille. Et même avec le chagrin au cœur, nous devons poursuivre ce journal. Dominique l'aurait certainement voulu ainsi, précisément avec des nouvelles de sport et l'exploit de l'équipe de basket hier à Limoges. Hier donc à Limoges, l'équipe de basket de Limoges a remporté la Coupe européenne de Korak en battant l'équipe yougoslave de Šibenik 90-84. C'est la première fois qu'une équipe de basket française décroche une timbale européenne. Nous allons revoir les dernières minutes de jeu au moment où Limoges menait par 88-84. Oui, ce fut une bien belle soirée que celle vécue par les 1500 supporters et par l'équipe de Limoges à Padoue hier soir. Un match bien difficile face aux Yougoslaves de Šibenik, les Yougoslaves étant très certainement les meilleurs du monde avec les Américains et les Soviétiques. Et alors que 2 fois auparavant, Tours et Vichy avaient échoué en finale de la Coupe d'Europe, eh bien Limoges a réussi un formidable exploit qui rejaillit à la fois sur le basket français, mais aussi sur le sport français. Une finale à suspense et une bien belle victoire pour l'équipe d'André Buffière, l'entraîneur de cette équipe, et de Jean-Michel Sénégal, le capitaine. 2 fois mené à la marque de 12 points en première mi-temps et de 11 points en deuxième. L'équipe de Limoges est revenue en fin de match pour prendre l'avantage et remporter pour la première fois dans l'histoire d'un sport collectif français une Coupe d'Europe, une bien belle Coupe d'Europe, ma foi, que cette Coupe Korak. Et la joie des joueurs, des supporters, ils étaient au nombre de 1500, je vous l'ai dit, faisait plaisir à voir. Cette coupe, la voici. Il reste quelques joueurs, entraîneurs, parce que la 3e mi-temps, André Buffière, a été difficile. C'était difficile pour certains, puisqu'ils n'ont pas pu arriver encore dans le studio. Mais enfin, on les verra, je pense, ce soir, quand nos supporters arriveront. Il s'est passé beaucoup de choses à Limoges après la rencontre, et on peut s'étonner un peu que cette ville si calme ait ressenti une joie aussi profonde, car tout le monde est descendu dans la rue vraiment pour acclamer cet exploit. Ah oui, c'était exceptionnel de voir d'abord les supporters qui ont fait 38 heures de train aller-retour, plus l'arrivée à Bellegarde à l'aéroport, cette immense foule, enthousiasme. Personnellement, je n'avais jamais connu ça malgré ma longue carrière. Jean-Michel Sénégal, ça vous a surpris cette réaction du public limougeois? Oui, je crois qu'on a d'abord été très surpris de voir ce millier de personnes qui attendent à l'aéroport, surtout à 3 h du matin, l'heure où on est arrivé. Et puis en voyant ces images, donc la liesse qu'il y a eu dans les rues de Limoges, c'est assez extraordinaire parce qu'on ne pouvait pas se douter que ça avait un tel retentissement. Alors maintenant, vous l'appréciez cette Coupe d'Europe? Vous avez fait le tour là, après une nuit difficile? Oui, on l'apprécie, on commence à l'apprécier. Je crois que c'est pas fini. La journée d'aujourd'hui va encore être très difficile. Et surtout avec l'arrivée du train qui va donc arriver à 16 h 30 normalement à la gare de Limoges. Et là, je crois que là, ça va peut-être vraiment commencer. André Buffière, cette victoire vous a surpris?
suis pas surpris. Pour la première fois, peut-être j'étais assez serein parce que nous avons fait un parcours en Coupe d'Europe parfait. Je ne connaissais pas les raisons encore, je vois pas. Mais toutes les fois que nous avons fait des matchs en Coupe d'Europe, nous avons fait nos meilleurs matchs. Et c'est pourquoi, malgré quand nous étions menés d'11 points, on a toujours eu confiance parce que ça s'est produit déjà 3-4 fois auparavant contre Leningrad, contre Badalone. Et contre Zadar aussi, puisque sur les 2 matchs, on a eu jusqu'à 18 points de retard. Et chaque fois, l'équipe a été survoltée et a fini très fort. Richard Dacoury, comment apprécie-t-on une Coupe d'Europe de ce genre? Écoutez, je ne réalise pas encore, mais a priori, c'est une joie immense, une joie très intense. Et je voudrais aussi dire un grand merci au public de Limoges, qui a été tout bonnement fantastique. Et leur dire encore merci de tout ce que je fais bien. Jean-Michel Deganis, l'un des jeunes de cette équipe, comment... On n'a pas eu peur à un moment dans ce match? Si, je crois que tout le monde a eu peur, mais tout le monde s'est bien repris au bon moment. Mais c'est sûr que tout le monde a eu peur, je crois que tous ceux qui nous ont regardés ont eu peur, et nous aussi sur le terrain d'ailleurs. Bon, la saison n'est pas terminée, la saison de basket. Limoges doit jouer dès demain au Mans pour le titre de champion, qui de toute façon ira au Mans. C'est pas tout à fait normal, mais enfin on ne va pas polémiquer maintenant. Je veux dire que c'est une bien belle victoire, donc cette victoire obtenue par l'équipe de Limoges, qui est peut-être un exemple dans le basket français, parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. On a un palais des sports tout neuf ici. On fait beaucoup jouer les majorettes, l'orchestre, il y a une ambiance formidable, et c'est peut-être pour cela que le public a réagi comme cela. Alors le championnat est presque terminé, mais il y aura la Coupe, Jean-Michel Sénégal. Oui, après il y a la Coupe, et avec un premier tour assez explosif, puisque nous allons retrouver Le Mans. Et disons que nous avons rencontré 2 fois Le Mans, une fois après Leningrad, et là demain après Padoue. La prochaine fois, je crois qu'on essayera on n'aura aucune raison, si jamais on perd, on pourra dire peut-être que Le Mans est vraiment plus fort. Merci Bernard, merci à tous les joueurs de Limoges et encore bravo. 2 autres nouvelles de sport en cycliste, c'est l'Irlandais Sim Kelly qui a remporté l'épreuve Paris-Nice. Et puis Bernard Hinault ne participera pas demain à Milan-San Remo. Il a dû abandonner hier après 110 km de course. Bernard Hinault souffre de douleurs dans les vertèbres cervicales. La météo maintenant, Laurent Broumel. Oui, un sale temps, Patricia, enfin tout au moins dans la moitié ouest du pays, puisque dans l'est, il continue de faire beau, une vague de pluie arrive, elle va progresser et envahir progressivement toutes nos régions, touchant l'est du pays. Dans la journée de demain, samedi, le week-end va être en partie gâché. La carte pour cet après-midi, vous voyez, beaucoup de nuages dans toutes ces régions, ça progresse dans l'intérieur, avec des petites pluies, mais des pluies désagréables, un ciel souvent gris et nuageux, en tout cas un temps humide, de la neige au-dessus de 500 mètres, retour de quelques éclaircies du côté de l'ouest, de la Bretagne à l'Aquitaine, avec des vents assez forts de nord-ouest, et puis de l'autre côté, du côté de l'est, eh bien du soleil après la brume, brouillard ce matin, peut-être encore quelques averses du côté de l'extrême nord-est. Ce mauvais temps progressera dans la nuit pour envahir l'est du pays. Demain, les températures sans grand changement par rapport à celles d'hier, 8-9 degrés dans le nord, 13-14 dans le sud, et comme on n'a pas de soleil, eh bien on va sentir la froidure. Voilà, Patricia. Voilà, et retour à Montpellier donc pour une dernière information avant d'en revenir au débat du jour que j'ai promis de donner. Nous avons reçu ce matin une délégation de forestiers sapeurs de la CGT, c'est-à-dire des pompiers de la forêt. C'est important dans cette région, les pompiers de la forêt. Ils sont en grève depuis hier, ils occupent les locaux de l'ONF, l'Office des forêts, pour faire aboutir leurs revendications. Ils tenaient à ce que ça se sache, voilà qui est fait. Et on revient donc au thème du jour. Il y a 20 ans, les accords d'Évian, signés côté français par Louis Jox, Robert Buron, Jean de Broglie, côté algérien par Krim Belkacem. Mais un homme du côté algérien avait joué un rôle clé dans les négociations. C'était le ministre des Affaires étrangères du GPRA, du gouvernement provisoire de la République algérienne. Il s'appelait Saad Dalab. Daniel Lecomte l'a rencontré et lui a demandé son point de vue. La guerre d'Algérie a été très dure. Et la grande difficulté a été de trouver le moyen de la terminer. Il faut se rappeler que, finalement, au nom de la France, c'est le général de Gaulle qui devait la terminer, au nom de l'Algérie, c'est le FLN, et que ni le général de Gaulle, ni le FLN ne pouvaient accepter n'importe quelle solution. Il fallait finir les combats, il fallait finir la guerre d'Algérie, mais pas à tout prix. Ce qui fait que, si l'on considère la gravité de ces événements, le fait même que les accords d'Évian ont mis fin à cette guerre signifie que les accords d'Évian sont une œuvre extraordinaire. Sont une œuvre très importante, parce qu'on a essayé tous les moyens. On a essayé les moyens politiques au début, on a essayé les moyens militaires. Le général de Gaulle a mis toutes ses capacités dans le combat et n'a pas réussi.
militairement. Et les accords d'Évian arrivent et les deux délégations s'entendent. Le FLN venait de loin. Il exigeait l'indépendance avant toute négociation. Le gouvernement français exigeait d'abord le cessez-le-feu avant toute négociation. Rappelez-vous ce que disait le Guy Mollet, la trilogie de Guy Mollet. Cessez-le-feu, élection, négociation. Rappelez-vous la paix des braves du général de Gaulle, la trêve. Le fait même à eux seuls, à lui seul, ce fait-là, que les accords d'Évian sont arrivés à mettre fin à la guerre d'Algérie, signifie pour moi que les accords d'Évian étaient une réussite. Les plus grands efforts et le temps le plus long a été consacré à assurer les intérêts de la minorité française. C'était à la fois une question d'honneur, c'était à la fois une question de fidélité aux engagements de la France, etc., etc. Mais tout ça, mais le problème fondamental, ce pourquoi il y a eu cette guerre, c'était d'abord de la part des Algériens recouvrer l'indépendance, restaurer la souveraineté algérienne, et ça, on y a abouti par les accords d'Évian. Il y a eu l'Algérie dans son intégrité territoriale et il y a eu la souveraineté intérieure et extérieure, donc c'est un succès. Du côté français, à long terme, c'était la France, et nous avons soupçonné, et les membres du Conseil national de la Révolution, quand nous leur avons demandé leur ratification, leur accord sur les accords, pensaient que toutes ces garanties consenties aux Français d'Algérie, c'était une garantie pour la France. Or, la France a conservé quand même son influence en Algérie. Regardez ce qui se passe sur le plan culturel. Regardez les liens il y a un véritable noria actuellement entre l'Algérie et la France. La main-d'œuvre algérienne en France, où la France trouve son intérêt, l'Algérie trouve son intérêt aussi. Et le problème du pétrole et du gaz a été résolu. Et quelles que soient les sources d'approvisionnement de la France, que ce soit au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite ou l'Irak, que ce soit le gaz de l'Union soviétique, c'est toujours plus sûr. Son approvisionnement en Algérie est le plus sûr parce que, quelles que soient les circonstances, les Algériens ne trouveront pas meilleurs clients, si vous voulez, aussi bien sur le plan des transports, sur le plan des rapports entre les États, sur le plan des affinités entre les deux peuples. De la confiance. De la confiance. Cette confiance que nous avions signifiée dès la signature des accords d'Évian. Est-ce qu'il y a donc un esprit Évian aujourd'hui encore valable? Je ne sais pas si on peut l'appeler esprit Évian, mais il résulte de ces accords d'Évian. Car nous avions fait, nous, confiance au gouvernement français pendant la période transitoire. C'était les Français qui assuraient l'ordre. Il y avait une force locale, mais qui l'avait recrutée, qui l'avait mis sur train? C'était sur pied, c'était l'exécutif provisoire sous l'autorité du haut commissaire français. La période transitoire est très importante. C'est pendant cette période qu'on a pu, si vous voulez, accoucher de l'indépendance sans douleur. Voilà, je l'ai dit au début de cette émission, nous allons faire s'exprimer ici des avis très contradictoires. Je remercie tout le monde de la tolérance dont chacun fait preuve jusqu'à maintenant. Nous avons encore un point de vue à vous faire entendre. Ensuite, nous donnerons la parole aux gens d'ici. Pour nous, le 19 mars, c'est le jour où a été proclamé le cessez-le-feu en Algérie, le 19 mars 1962 à 12 h, et non l'anniversaire de la signature des accords d'Évian. Ce jour-là, nous honorons la mémoire de nos 30 000 morts, ainsi que celle de toutes les victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, car il y a eu effectivement 25 000 morts durant la guerre d'Algérie et 5 000 durant les combats du Maroc et de la Tunisie. La commémoration du 19 mars, cela nous permet également d'obtenir du gouvernement, de faire comprendre au gouvernement qu'en Algérie, c'était la guerre, et si un certain nombre d'anciens combattants d'Afrique du Nord sont reconnus comme combattants, il n'empêche que certains droits ne leur sont pas encore acquis. Par exemple, lesquels? D'abord, les pensionnés. Ils ne sont pas reconnus comme des pensionnés à titre guerre. Ils continuent à être reconnus comme des pensionnés au titre des opérations d'Afrique du Nord. Les fonctionnaires et assimilés ne bénéficient toujours pas de la campagne double, à savoir le temps passé en Afrique du Nord multiplié par 3. Et enfin, nous pensons que reconnaître l'état de guerre, cela permettrait de considérer les anciens combattants d'Afrique du Nord comme des anciens combattants à part entière et non comme des anciens combattants de seconde zone.
Voilà, tous les points de vue maintenant enregistrés ont été donnés. Nous allons organiser maintenant le débat ici autour de M. Raymond Courrière, qui est donc secrétaire d'État chargé des rapatriés, et de tous nos autres invités. Alors peut-être la première question qu'on peut se poser, monsieur? Oui, vous vouliez intervenir tout de suite sur les dates, je crois, de... Oui, alors je voulais intervenir sur une chose pour expliquer un petit peu ma présence aujourd'hui ici. Comme on a vu tout à l'heure à la télévision un reportage d'Isabelle Bechler qui disait que le 19 mars n'est absolument pas une date qui est célébrée en Algérie. J'essaie d'expliquer un petit peu. Pour nous, le 19 mars, c'est le début de la fin. C'est un processus qui s'était enclenché déjà depuis très longtemps, qui s'était aggravé le 1er novembre 1954 avec la lutte armée. Et le 19 mars, c'est une étape vers la paix. C'est simplement une étape. La date véritable qui est pour nous importante, c'est celle du 5 juillet 1960. Qui est la date de l'indépendance. Qui est la date de l'indépendance. Bien, je vous remercie. Je voudrais qu'on pose... Attendez un instant, je voudrais qu'on pose une question à M. Castellani, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on pose une question à M. Castellani sur les accords d'Évian eux-mêmes. Quel était le contenu de ces accords et ont-ils été respectés? Je crois qu'on peut répondre non tout de suite. Pourquoi n'ont-ils pas été respectés? Je crois qu'il faut prendre un peu de distance 20 ans après et dénoncer aux yeux de l'opinion publique française, qui ne le sait peut-être pas, que ces accords sont des pseudo-accords. Les accords d'Évian n'ont jamais été signés par le gouvernement algérien, qui n'existait pas à l'époque. Ces accords d'Évian sont un échec total. C'est une imposture pour le peuple français, c'est une mystification et c'est un échec. Les accords d'Évian prétendaient imposer le cessez-le-feu en Algérie. Il y a eu plus de morts en Algérie entre le 19 mars et le 2 juillet 1962 que dans les 7 ans précédentes. Ils prétendaient organiser les pouvoirs publics au cours d'une période transitoire. L'organisation a été très chaotique. Ils prétendaient surtout fixer les Européens en Algérie par des garanties. Ces garanties étaient théoriques. Ces accords n'ayant jamais été signés par le Comité national de la révolution algérienne et encore moins par le gouvernement algérien, ces garanties n'avaient aucune valeur juridique. Ils prétendaient enfin pourvoir et lancer une coopération économique, financière et culturelle entre la France et l'Algérie. Cela a été très médiocre. Bien, Monsieur Courrière, évidemment, le gouvernement que vous représentez aujourd'hui n'a aucune responsabilité dans ces accords d'Évian, puisqu'il n'était pas au pouvoir à l'époque. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion? Entièrement d'accord. Je pense qu'effectivement, ça a été la plus grande duperie juridique de tous les temps que ces prétendus accords d'Évian. En réalité, les accords d'Évian, c'était la fin d'un long processus engagé dès le 16 septembre 1959, lorsque le président de la République d'alors, le général de Gaulle, a parlé d'autodétermination. Il contenait l'accord de cessez-le-feu. C'est à peu près la partie militaire qui a été observée peu ou prou par l'armée française, simplement d'ailleurs. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout le reste, qui était basé, qui n'était qu'une loi interne, et dont on a voulu faire ensuite un accord international, sans qu'il ait jamais été ratifié par le gouvernement algérien, et le gouvernement français ne le lui a jamais demandé, a fait qu'aucune base juridique ne servait les réclamations des rapatriés. Lesquels rapatriés d'ailleurs, à qui on avait dit « ne vous en faites pas, vous resterez ici », ont dû partir en masse devant ce qui se passait entre le 19 mars et le mois de juillet. Songez qu'en un mois, le mois de juin, il est rentré 250 000 personnes en France, rentrées affolées, dans des conditions effroyables. Il faut connaître le calvaire qu'ont vécu ces gens, il faut lire les livres qui en parlent pour savoir le sort affreux qui a été fait à nos rapatriés. Il faut savoir cela pour faire comprendre à nos concitoyens non rapatriés, à nos concitoyens français, quel est l'effort encore qu'ils doivent faire, non seulement pour leur ouvrir les bras, bien sûr, et leur cœur, mais aussi pour que toute la solidarité, tous les efforts de solidarité qui sont nécessaires à leur égard doivent être faits. Et je voudrais insister particulièrement sur le sort désastreux et inacceptable pour des citoyens qui a été réservé aux Français musulmans. Bien. Plus que les autres encore méritent... On viendra au problème des harkis, si vous le voulez bien, tout à l'heure, Monsieur le Ministre. Je crois que de toute façon, et c'est évident, si les accords d'Évian avaient été respectés, vous ne seriez pas là. Et vous ne seriez pas, il n'y aurait pas besoin d'un secrétaire d'État aux rapatriés, encore 20 ans après. Alors, je voudrais peut-être maintenant qu'on aborde une nouvelle phase du débat et que les rapatriés qui sont présents, aussi bien autour de cette table que là-bas dans le public, puissent éventuellement poser des questions au ministre
et dire quelle est leur situation maintenant. Est-ce que Monsieur Maire peut-être veut intervenir? Peut-être une réaction ici, Une réaction ici, Bernard. Moi j'ai une réaction, oui. La FNACA, qui est d'obédience communiste, ne représente absolument pas les anciens combattants. J'en suis un. Deuxièmement, il est parfaitement inexact et mensonger qu'en présence d'un ministre de ce gouvernement, on laisse dire que la France a perdu militairement en Algérie. Mais moi je voudrais poser une question à M. Courrière. Deux questions, si vous permettez. Une question à M. Courrière. Où étiez-vous en 1962? Que faisait le ministre de l'Intérieur, maire de Marseille? Qu'avait-il dit exactement? Est-ce que c'est vrai ce que l'on dit parmi nous? Est-ce que c'est vrai qu'il avait dit? Vous pouvez peut-être répondre à sa place. Moi, j'aurais ouvert les soutes du bateau, je les aurais laissés couler. Deuxièmement, la question que je voudrais poser à quelqu'un ici présent, c'était M. Fraîche. Pourquoi, aujourd'hui, celui qui a accueilli les Pieds Noirs à Montpellier n'est-il pas présent à cette table? Deuxièmement, pourquoi M. Fraîche a-t-il fait retirer précipitamment le drapeau du FLN qui flottait à la Comédie? Peut-il répondre à cette question? Bien, écoutez, M. Courrière va peut-être vous répondre. En tout cas, je crois qu'il faudrait peut-être mieux parler des problèmes des rapatriés aujourd'hui, plutôt que de continuer à évoquer d'éventuelles polémiques d'il y a 20 ans. Vous ne pensez pas? Alors écoutez, si le mégaphone se met en marche, je vous signale tout de suite que l'émission s'arrête. C'est très clair. Monsieur Fesch va répondre là. Oui, moi j'ai simplement à dire comme maire de la ville que nous, la ville de Montpellier, a essayé de faire son devoir. En ce qui concerne les Français musulmans, nous en avons trouvé plusieurs centaines dans des bidonvilles à Port-Ali et au champ de manœuvre. Je voudrais, sans méchanceté, faire remarquer aux représentants du parti du prince de Broglie qui a signé les accords d'Évian qu'il serait peut-être décent qu'ils se taisent, car effectivement, les giscardiens qui sont là, c'est eux qui ont fait les accords d'Évian. Alors laissez-moi parler s'il vous plaît. Alors ce que je voudrais dire, c'est que nous avons trouvé plusieurs centaines de Français musulmans qui étaient dans des bidonvilles en 1977. Ils ont été relogés dans des villas et nous essayons à l'heure actuelle de trouver... Écoutez, messieurs, vous m'avez posé une question, vous avez pu parler. Alors, messieurs, s'il vous plaît, les débats se sont déroulés correctement jusqu'à maintenant. J'aimerais bien que ça continue. Laissez parler, monsieur Fraîche. Merci. Messieurs, tâchez d'être tolérants, s'il vous plaît. Alors, je disais que nous les avons relogés. En ce qui concerne le rapatrié, je remercie. Il est quand même extraordinaire que 20 ans après, alors que dans toute l'Europe, en Italie, en Grande-Bretagne, en Hollande, la question a été réglée. 20 ans après, rien n'a été réglé. Et moi, ce qui me paraît important, c'est que déjà, on ait pu sécuriser les commerçants, les artisans et les agriculteurs. Ce qui me paraît intéressant également, c'est qu'on ait pu s'occuper de rembourser les meubles et à l'heure actuelle de régler le problème de l'indemnisation. Ainsi, les Français rapatriés qui ont beaucoup apporté à Montpellier, à cette ville par leur dynamisme, seront véritablement des Français. En ce qui concerne le drapeau dont il est question, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Et ici, il n'y a qu'un drapeau qui flotte sur la ville, c'est le drapeau français. Bien, alors, s'il vous plaît, si cette émission commence à dégénérer, vous savez ce qui va se passer, on va tout simplement rendre l'antenne à Paris. Alors, je pense qu'il est préférable qu'on continue à débattre entre nous, même si les opinions sont contradictoires, et qu'on profite de la présence du ministre pour parler de vos problèmes actuels, puisque 20 ans après les accords d'Évian, vous avez encore des problèmes, ce qui est anormal. Je pense qu'il serait plus intéressant qu'on demande maintenant au ministre comment il entend régler vos problèmes actuels, et je pense que ça vous intéresse aussi. Alors, je voudrais donner la parole à Monsieur Maire, qui est l'un d'entre vous, qui est un pied noir, et qui lui a des questions à poser au ministre. Monsieur Maire. Monsieur le ministre, indépendamment des mesures prises qui sont sur le point de l'être, je vais les citer sans ordre chronologique, les meubles meublants, la réinstallation, l'amnistie, les Français musulmans, les retraites et les préjudices de carrière, il reste un point très important, celui de l'indemnisation. Concernant les rapatriés dépossédés de leur patrimoine d'outre-mer, et ce, malgré les garanties des accords d'Évian. Les récentes mesures prises par le Conseil constitutionnel concernant et fixant les critères de la valeur d'indemnisation des sociétés et des biens nationalisés, et en appliquant la règle à notre Constitution, nul ne peut être privé de son droit sans une juste et préalable indemnisation. Je vous demande, Monsieur le ministre, ce que, par la promulgation d'une nouvelle loi appropriée et équitable, pour réparer cette grande injustice qui fait de nous des Français de deuxième catégorie. La réponse de M. Courrière. Bien, écoutez, ma réponse, elle doit être complète. Je dois dire qu'effectivement, et Monsieur le présentateur a bien fait de le dire, il est anormal que 20 ans après, il y ait encore un secrétaire d'État aux rapatriés. Ce qui fait que je voudrais dire à ceux qui s'insurgent encore aujourd'hui,
qu'il faudrait peut-être bien de se demander pourquoi 20 ans après, tant de problèmes sont encore à régler. Quand je suis arrivé, j'en ai trouvé de multiples. J'ai trouvé aussi des problèmes moraux. On ne répondait pas aux lettres, hein. On ne recevait pas les rapatriés. Je vous dirais qu'à ce jour, j'ai répondu à toutes les lettres, hein, que j'ai reçu tous les rapatriés qui l'ont souhaité personnellement. Et cela, c'était déjà une réconciliation morale qui leur était due, en même temps que j'ai fait en sorte que, d'une part, les réinstallés qui étaient menacés d'être chassés de chez eux, une deuxième fois, c'est-à-dire dans des circonstances dramatiques, puisque 20 ans après, ils avaient vieilli de 20 ans, et que pour se réinstaller une troisième fois, c'était hors de question. J'ai fait une loi, en accord d'ailleurs avec l'ensemble des associations de rapatriés qui ont parfaitement travaillé avec moi, et qui continuent à travailler parfaitement avec moi. J'ai fait une loi qui conforte ces gens chez eux, qui garantit qu'ils pourront rester sur leur bien de réinstallation, faire hériter ensuite leurs enfants de ce bien et éventuellement le céder à celui qui voudra leur succéder. Par la même occasion, et parce qu'il m'est apparu que nombreux étaient les rapatriés de conditions très modestes, qui avaient laissé très peu de choses en Algérie, j'ai voulu leur montrer que de cela aussi je tenais compte, et c'est l'indemnisation forfaitaire des meubles meublants qu'ils pourront se procurer à partir d'un questionnaire que j'ai sous la main, très simple, qui leur permettra effectivement de voir à la fois sur le plan moral, sur le plan social et sur le plan matériel, reconnus tous ces menus biens qu'ils avaient laissés et surtout une reconnaissance morale du gouvernement à leur égard. Bien, monsieur le ministre, j'ai ensuite constaté la disparité existant entre les retraites des rapatriés et celles des Français de ce pays, et je suis en train de faire une grande loi qui doit, à égalité de carrière, donner l'égalité de droit devant la retraite aux rapatriés de toute confession, parce que nos rapatriés musulmans sont ceux qui souffrent le plus de cela. Justement, je voudrais qu'on en parle 5 minutes, il nous reste encore un peu de temps dans cette émission. Oui, mais vous savez, votre émission est vraiment courte pour parler des rapatriés, aux rapatriés et des rapatriés aux autres concitoyens. Je voudrais, monsieur le ministre, s'il vous plaît, qu'on écoute le témoignage justement d'un fils de harki, puisque c'est un problème, les harkis, qui est particulièrement douloureux. Ce sont ces supplétifs qui sont battus aux côtés de l'armée française. Excusez-moi que mes copains, nous sommes arrivés ici, là, dans ce camp, là. On a été mis à l'écart, on nous a casé ici tel du bétail. Nous avons grandi tous ici, là. Nous avons passé toute notre enfance. Moi-même, j'ai passé mon enfance, j'ai grandi ici. C'était provisoire comme baraquement au départ. C'était du provisoire, oui, c'était du provisoire. C'était pour 18 mois, 2 ans. Et nous avons passé quand même toute notre adolescence, près de 20 ans, quoi. En gros 20 ans. Et on était coupés du reste de la population. Il y avait combien de familles ici? Il y avait 50 familles. Et quand je dis enfin 50 familles, avec quand même chacun 5-6 gosses. Je pense que ça vous intéresse aussi. Alors je voudrais donner la parole à monsieur Maire, qui est l'un d'entre vous, qui est un pied noir, et qui lui a des questions à poser au ministre. Monsieur Maire. Monsieur le ministre, indépendamment des mesures prises qui sont sur le point de l'être, je vais les citer sans ordre chronologique: les meubles meublants, la réinstallation, l'amnistie, les Français musulmans, les retraites et les préjudices de carrière. Il reste un point très important, celui de l'indemnisation. Concernant les rapatriés dépossédés de leur patrimoine d'outre-mer, et ce, malgré les garanties des accords d'Évian. Les récentes mesures prises par le Conseil constitutionnel concernant et fixant les critères de la valeur d'indemnisation des sociétés et des biens nationalisés, et en appliquant la règle à notre Constitution, nul ne peut être privé de son droit sans une juste et préalable indemnisation. Je vous demande, monsieur le ministre, ce que, par la promulgation d'une nouvelle loi appropriée et équitable, pour réparer cette grande injustice qui fait de nous des Français de deuxième catégorie. La réponse de M. Courrière. Bien, écoutez, ma réponse, elle doit être complète. Je dois dire qu'effectivement, et M. le présentateur a bien fait de le dire, il est anormal que 20 ans après, il y ait encore un secrétaire d'État aux rapatriés. Ce qui fait que je voudrais dire à ceux qui s'insurgent encore aujourd'hui qu'il faudrait peut-être bien de se demander pourquoi 20 ans après, tant de problèmes sont encore à régler. Quand je suis arrivé, j'en ai trouvé de multiples. J'ai trouvé aussi des problèmes moraux. On ne répondait pas aux lettres, hein. On ne recevait pas les rapatriés. Je vous dirais qu'à ce jour, j'ai répondu à toutes les lettres, hein, que j'ai reçu tous les rapatriés qui l'ont souhaité personnellement. Et cela, c'était déjà une réconciliation morale qui leur était due, en même temps que j'ai fait en sorte que, d'une part, les réinstallés qui étaient menacés d'être chassés de chez eux, une deuxième fois,
c'est-à-dire dans des circonstances dramatiques, puisque 20 ans après, ils avaient vieilli de 20 ans et que pour se réinstaller une troisième fois, c'était hors de question. J'ai fait une loi, en accord d'ailleurs avec l'ensemble des associations de rapatriés qui ont parfaitement travaillé avec moi et qui continuent à travailler parfaitement avec moi. J'ai fait une loi qui conforte ces gens chez eux, qui garantit qu'ils pourront rester sur leur bien de réinstallation, faire hériter ensuite leurs enfants de ce bien et éventuellement le céder à celui qui voudra leur succéder. Par la même occasion, et parce qu'il m'est apparu que nombreux étaient les rapatriés de conditions très modestes, qui avaient laissé très peu de choses en Algérie, j'ai voulu leur montrer que de cela aussi je tenais compte, et c'est l'indemnisation forfaitaire des meubles meublants qu'ils pourront se procurer à partir d'un questionnaire que j'ai sous la main, très simple, qui leur permettra effectivement de voir à la fois sur le plan moral, sur le plan social et sur le plan matériel, reconnus tous ces menus biens qu'ils avaient laissés et surtout une reconnaissance morale du gouvernement à leur égard. Bien, monsieur le J'ai ministre, ensuite constaté, attendez, j'ai ensuite constaté la disparité existant entre les retraites des rapatriés et celles des Français de ce pays, et je suis en train de faire une grande loi qui doit, à égalité de carrière, donner l'égalité de droit devant la retraite aux rapatriés de toute confession, parce que nos rapatriés musulmans sont ceux qui souffrent le plus de cela. Justement, je voudrais qu'on en parle 5 minutes, il nous reste encore un peu de temps dans cette émission. Oui, mais vous savez, votre émission est vraiment courte pour parler des rapatriés, aux rapatriés et des rapatriés aux autres concitoyens. Je voudrais, monsieur le ministre, s'il vous plaît, qu'on écoute le témoignage justement d'un fils de harki, puisque c'est un problème, les harkis, qui est particulièrement douloureux. Ce sont ces supplétifs qui sont battus aux côtés de l'armée française. Excusez-moi que mes copains, nous sommes arrivés ici, là, dans ce camp, là. On a été mis à l'écart, on nous a casé ici tel du bétail. Nous avons grandi tous ici, là. Nous avons passé toute notre enfance. Moi-même, j'ai passé mon enfance, j'ai grandi ici. C'était provisoire comme baraquement au départ. Provisoire, oui, c'était du provisoire. C'était pour 18 mois, 2 ans. Et nous avons passé quand même toute notre adolescence, près de 20 ans, quoi. En gros 20 ans. Et on était coupés du reste de la population. Il y avait combien de familles ici? Il y avait 50 familles. Et quand je dis enfin 50 familles, avec quand même chacun 5-6 gosses. Donc, si on multiplie, vous voyez le nombre que ça fait. Bien, la première difficulté, la première différence que nous avons tous rencontrée, que moi-même j'ai rencontrée, c'était bien la difficulté de la langue française. Puis, lorsque nous allions à l'école, on sentait carrément qu'on était différents quand même, qu'on nous acceptait mal. On n'a jamais pu nous saquer de toute façon ici à la Londe, par exemple, aussi bien les habitants, enfin tout le monde, quoi. On était rejetés. Même avec les petits gamins de l'école. Ah, lorsque nous, par exemple, comme je vous ai dit précédemment, là, nous avons tous grandi ici, donc nous avons passé notre adolescence. Lorsque nous allions à l'école, bon, on se battait aussi bien avec les gamins, enfin, dans notre âge, quoi. On n'a jamais été acceptés, on nous traitait d'arabes, on nous insultait. On n'a jamais été reconnus comme des Français, quoi. Je me trouve chez mes parents, j'ai 24 ans, je vis en concubinage, j'ai un petit. Mon gros problème, le problème numéro 1, c'est l'emploi. Parce qu'on s'adresse à des entreprises privées ou quoi, on constate qu'on monopolise le travail. On ne nous facilite pas la tâche, on est rejeté, il y a du racisme, de toute façon ça a toujours été comme ça, c'est la tradition, c'est le racisme. Ça, vous le ressentez? Non, on le ressent. Depuis qu'on est arrivé jusqu'à maintenant, de toute façon ça ne s'est pas arrangé. Mais on n'est pas reconnus comme des Français à part entière, on est reconnus comme des Français entièrement à part. On ne nous considère pas comme Français. On est rejeté, on est des Arabes, c'est tout. On vous assimile facilement aux immigrés? Ah oui, c'est pas marqué sur notre front qu'on est fils de harki. Hein, dès qu'on voit un arabe, c'est un bougnoul, qu'il ait la carte française, qu'il soit harki, qu'il ait la nationalité française, on s'en fout. C'est un bougnoul, c'est un bougnoul. Alors quelle est votre situation? Est-ce que vous en voulez à vos parents d'avoir fait ce choix, d'avoir choisi la France? J'en veux à mes parents, quelquefois oui, mais c'est-à-dire on ne peut pas se permettre de juger ses parents. Pour leur cas, eux. Eux, ils ont bien choisi. C'est que bon, mon père, par exemple, il travaille à l'Office national des forêts, il n'a aucun problème. Bon, mais il a un appartement, il n'est pas à la rue, quoi. Moi, je ne suis pas à la rue, mais presque. Je suis obligé de rester chez mes parents, par exemple. Ici, bon, j'ai demandé un appartement, on ne me l'a jamais donné. On m'a dit, bon, ben monsieur, il faut être fonctionnaire. Alors que c'est pas vrai, il y en a qui ne sont même pas fonctionnaires, qui ont des appartements. Mais pourtant, quand on vous voit dans cet ensemble-là, on a l'impression que vous êtes bien intégré. Bah, il y a une certaine hypocrisie, il ne faut pas croire. C'est faux, c'est complètement faux, on n'est pas intégré encore. L'Algérie, vous y pensez, 20 ans après? L'Algérie, ça me dit rien.
Parce que bon, ben, nous, on est tous venus très jeunes, on a grandi ici, toute notre enfance, nous l'avons vécu à la Londe et jusqu'à maintenant ici. Là. Mais l'Algérie, ça nous dit rien. On ne peut pas dire, bon, ben, on est algérien, mais on ne peut pas dire que c'est notre pays puisqu'on a grandi ici. Alors comment vous vous situez? Vous êtes un petit peu en... Eh ben, on est balancé entre deux... On est mal accepté. De toute façon, en Algérie, on nous dirait de suite, vous avez tourné la veste. Ici, on nous dit, vous êtes des bougnous, là. C'est normal, on se sent mal à l'aise. Bien, moi, je trouve que c'est déplorable, c'est dégoûtant même. Parce que quand même, on aurait pu faire quelque chose pour nous. Nous, on n'a pas choisi, on n'a pas demandé à venir ici. Et on ne nous a pas demandé notre avis. Hein. On est tous venus très jeunes, nous avons grandi ici. J'estime qu'en tant que Français, de toute façon, on est venu depuis l'Algérie, on est Français, donc on aurait dû s'occuper de nous, être reconnus comme des vrais Français. Monsieur Chérif, vous aussi, vous êtes fils de harki. Alors, votre réaction, votre témoignage? Oui. J'avoue que je rejoins parfaitement ce jeune homme. Si vous voulez me passer le... Ça marche. Voilà. Je rejoins parfaitement ce jeune homme dans la mesure où les Français musulmans, les harkis, ont tout sacrifié pour la France. Et je dirais qu'aujourd'hui, à tous nos compatriotes, notre destin est le même que celui de 53 millions de Français. Il ne faut pas l'oublier. Cependant, il faut tenir compte d'une chose. Depuis 20 ans, les harkis et leurs familles vivent dans des conditions dramatiques. Je dirais que c'est de l'indignité humaine, on vit dans l'inégalité. Et aujourd'hui, nombreux sont encore les Français musulmans qui vivent dans des conditions difficiles et qui supportent des graves blessures morales, physiques, des blessés de guerre, invalides, etc. D'autres qui souffrent de troubles psychiques, qui sont obligés d'être internés, etc. Et pour les autres qui ne sont toujours pas indemnisés, qui sont sans emploi, sans logement, etc. Aujourd'hui, le Français musulman, le fils de harki, s'interroge, à juste titre, comment ne pas éprouver une certaine amertume. Bien, alors Monsieur Courrière, c'est encore une situation dont vous avez hérité. Qu'est-ce que vous comptez faire pour les harkis? Bien, écoutez, je veux en faire des citoyens français, tout en conservant leur spécificité et leur culture. Il faut savoir que je veux leur rendre le droit à l'enseignement, et à l'enseignement long, s'ils le souhaitent. Je veux leur donner le droit au métier. Je veux leur donner le droit au logement, c'est-à-dire en faire des citoyens à part entière, mais qui conserveront leur culture. Et je vous précise que cette culture, je l'ai déjà mise à profit, puisque nous sommes en train de former des Français musulmans de haut niveau, de façon qu'après un enseignement de 3 ans spécifique qui leur est donné déjà, ils puissent représenter la France dans les pays arabes notamment et les pays du Golfe. C'est-à-dire nous voulons faire de ces hommes qui sont des Français avec leur culture particulière des ambassadeurs de la France dans le monde arabe. Je crois que c'est déjà quelque chose de très important. Nous voulons permettre aux jeunes de ne plus connaître l'échec scolaire qu'ils connaissent trop souvent aujourd'hui par un renfort scolaire qu'ils vont avoir dès la rentrée de 1982. Nous voulons préparer l'accès au logement et je dois dire que avec Monsieur Ossine, avec qui nous avons des relations excellentes, nous travaillons à l'avenir de cette population qui a été maltraitée pendant 20 ans parce que négligée et plus encore méprisée, et c'est ce qui est le plus grave de tout. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je remercie tous les participants à cette émission qui se termine maintenant. Demain à 13h45, nous irons en direct place de la Bastille pour un nouveau journal à l'occasion du symposium des alternatives, journal qui sera consacré à la paix dans le monde et au désarmement. Prochain rendez-vous à l'information 18h30, c'est la vie. Merci et au revoir.